Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs appelle au dialogue au Burundi. L'organisation estime que la crise burundaise pourrait menacer la stabilité de la sous-région. Le président ivoirien Alassane Ouattara tente de convaincre le patronat. Candidat à un second mandat, il a présenté mercredi son programme économique devant la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et les partenariats publics-privés connaissent un nouvel élan au Cameroun. Un club d'échange, cette forme d'échange de coopération entre les entreprises et l'État a été lancé jeudi à Douala. Mais tout d'abord, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a réclamé ce jeudi une enquête sur la mort de 9 civils et de 2 policiers mardi au Burundi. Parmi les civils figure d'ailleurs un employé de l'Organisation internationale pour les migrations. Les 11 victimes ont été tuées lors d'échanges de tirs intenses dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale. Et la situation au Burundi inquiète de plus en plus la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Les pays membres de l'organisation craignent que la crise burundaise ne menace la stabilité de la sous-région. Ils appellent toutes les parties prenantes au dialogue. Lisa Siakizimana. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs tire la sonnette d'alarme sur la crise sociopolitique du Burundi. La CIRGL réagit par rapport à la situation sécuritaire préoccupante à Bujumbura, la capitale burundaise. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza en juillet 2015, des scènes de violence sont devenues récurrentes. Le ministre de la Sécurité publique a fait état de 130 assassinats au cours du 3e trimestre de l'année 2015. Nous exprimons notre vive inquiétude sur la situation sécuritaire au Burundi qui se détériore, de même que la multiplication des actes de violence et des pertes en vie humaine. Cela constitue une menace sérieuse pour le Burundi, mais aussi pour toute la région. Cette organisation sous-régionale craint en effet une propagation de la crise burundaise vers les autres pays limitrophes. Disons déjà que la crise burundaise affecte la région des Grands Lacs, dans la mesure où nous avons déjà plus de 200 000 réfugiés qui sont essentiellement au Rwanda, en Tanzanie et en RDC, mais également dans les pays comme l'Ouganda et le Kenya. Et deuxièmement, il faut dire aussi que avec l'intensification de le pouvoir est isolé, le pouvoir est de plus en plus répressif, et cette répression peut engendrer une résistance, on va dire armée, et si cette résistance voit le jour, c'est sûr que les implications au niveau de la région des Grands Lacs seront beaucoup plus importantes. Il y aura plus de réfugiés et puis on ne sait pas les positions des différents pays au sein de la région par rapport à ce nouveau contexte. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs appelle à la reprise des négociations entre tous les acteurs. Depuis juillet 2015, le dialogue dirigé par le ministre ougandais Crispus Kionga reste bloqué. Le régime burundais envisage la reprise des négociations sans médiateur étranger, ce que dénoncent l'opposition et la société civile. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara, candidat à un second mandat, a tenté mercredi de convaincre le secteur privé. Il était le premier invité de la tribune d'échange initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, un grand oral face au patronat. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les membres de la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, sont satisfaits des réformes engagées depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Des progrès ont été réalisés en matière de gouvernance et climat des affaires, avec notamment l'assainissement du milieu judiciaire. L'État va continuer à encourager les partenariats publics-privés. Les entreprises nationales doivent se préparer pour pouvoir tirer parti de l'exécution des grands travaux. Près de 1 700 milliards de francs CFA sont prévus pour les investissements dans le projet de budget 2016 qui s'élève à 5 813 milliards de francs CFA. Les perspectives économiques sont prometteuses avec des taux de croissance autour de 9% en moyenne. Je travaille avec Visco et Inewas. Et dans ces palais, il a dit ceux qui travaillent avec les sociétés ivoiriennes
il fera tout pour qu'on puisse nous prendre en compte. Il a fait la réforme des tests en matière de fiscalité, la cour d'arbitrage, la mise en place de la cour d'arbitrage. Au niveau du tribunal du commerce également, il y a eu beaucoup de réformes. Donc je pense qu'il a pris en compte nos préoccupations par rapport à l'assainissement de l'environnement des affaires. Le président Ouattara est revenu sur la nécessité pour le secteur bancaire d'accroître sa contribution au financement de l'économie et à la réduction des taux d'intérêt pratiqués. Le gouvernement va continuer à améliorer le climat des affaires. Il a indiqué en fait toutes les mesures qui seront prises en fait pour renforcer la gouvernance au niveau de l'appareil judiciaire et également au niveau du renforcement de la qualité des garanties au niveau de cet appareil-là et demander à ce que le secteur bancaire continue de faire des efforts, d'accord, concernant le niveau du financement et concernant les taux qui sont appliqués. Je pense que déjà, si on compare les chiffres de 2011 à 2015, il y a une bonne évolution concernant ces deux aspects. Pour ce qui concerne les taux d'intérêt aujourd'hui qui sont dans une tendance baissière. Le président Ouattara a donné l'assurance que la justice serait réformée pour que les banques n'aient plus de crainte à financer l'économie. L'administration jouera sa partition pour faire émerger des champions nationaux. L'impôt payé par les entreprises pourrait être plafonné à 35%. La lutte contre la corruption sera également accentuée pour ne pas mettre en péril les progrès accomplis depuis 5 ans. Dans l'actualité également, un contingent américain de 300 militaires va épauler le Cameroun dans sa lutte contre l'État islamique en Afrique de l'Ouest, anciennement appelé Boko Haram. Des hommes dont les missions seront essentiellement axées sur la surveillance, la reconnaissance aérienne et les renseignements. Awa Barkala. 300 soldats américains sur les traces de Boko Haram. Le président américain Barack Obama a annoncé le 14 octobre l'envoi d'un premier contingent militaire au Cameroun. Les forces de sécurité américaines se consacreront notamment à des opérations de reconnaissance aérienne, de surveillance, de renseignement sur le terrain camerounais. Grosso modo, on peut dire que pour la plupart des Camerounais, ça devrait plutôt être perçu comme un soutien. Mais je crois que ça correspond aussi à une demande du chef de l'État, s'adressant au corps diplomatique en janvier dernier, lorsqu'il a mentionné que Boko Haram était une menace globale et que la réponse devait aussi être globale. Pour certains observateurs, l'envoi de forces américaines par la voie camerounaise est une réponse aux demandes d'aide du président nigérian Muhammadu Buhari. Les affaires de corruption dans l'armée nigériane qui ont permis à Boko Haram de s'installer dans le nord du pays y sont pour beaucoup dans le choix de cette coopération militaire. L'apport des Américains signifie aussi que les soldats camerounais sur le terrain travaillent de manière professionnelle. Et que, comme vous pouvez d'ailleurs le constater ici, 8 mois après, il n'y a pas une parcelle du territoire camerounais qui a été récupérée ou prise par les forces assaillantes de Boko Haram. Et cela encourage tout partenaire qui peut vous venir en soutien, de savoir que vous-même vous faites déjà quelque chose de substantiel sur le terrain. Un double attentat suicide a frappé dimanche 11 octobre l'extrême nord du Cameroun, faisant au moins 9 victimes. Il s'agit des 14e et 15e attentats suicides dans la région depuis juillet. Depuis septembre 2015, la coalition mixte multinationale est entrée en action. 5 pays se sont engagés dans la lutte contre Boko Haram avec un contingent de 8700 hommes venant du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Bénin. Et toujours au Cameroun, le club des partenariats publics-privés a été lancé ce jeudi à Douala. Une 50aine d'entreprises intéressées par des projets en collaboration avec l'État camerounais étaient présentes. Il faut dire que ce type de coopération connaît un véritable essor sur le continent. Paul de Singwe. C'est un mode de financement qui séduit de plus en plus les pays en voie de développement. Ces 15 dernières années, le partenariat public-privé a occupé une place importante dans le schéma financier des pays africains. Si cette méthode séduit de plus en plus sur le continent, c'est parce qu'elle permet la réalisation des projets structurants publics par des capitaux privés. Il y a un vrai sujet que tout le monde met en avant, ce sont les problèmes d'infrastructure. Donc sans infrastructure, il n'y a pas de croissance soutenue et de développement. Donc face à ce constat, les États ont plusieurs options, soit les finances publiques, soit les financements multilatéraux. Mais aujourd'hui, par rapport aux besoins en infrastructure dans le monde, ces moyens de financement sont insuffisants.
Donc le PPP, le financement par le privé, est une excellente manière de pouvoir satisfaire des besoins en infrastructure, soit les transports, télécoms, eau, énergie, qui sont les clés du développement futur de l'Afrique. Ces 10 dernières années, grâce à la mise en place des partenariats publics-privés dans plusieurs pays, ceux-ci ont pu réaliser des grands projets structurants. C'est le cas du Cameroun. Avec l'appui des partenaires privés, ce pays d'Afrique centrale s'est doté d'un port en eau profonde et de plusieurs infrastructures routières. Cela apporte beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, les capitaux privés, bien entendu, se dirigent principalement vers des projets rentables. Et en Afrique subsaharienne, les projets rentables, il y en a beaucoup plus que dans d'autres pays développés. Donc, vous voyez, aujourd'hui en Europe, il y a plus de croissance de l'État parce que la plupart des grosses infrastructures ont déjà été construites. Donc, pour ce qui concerne la zone d'Afrique subsaharienne, donc le pays, les infrastructures de base, pour la plupart, sont encore à construire. Et beaucoup de ces infrastructures, que ce soit dans le domaine énergétique, dans le domaine des routes, dans le domaine du transport, dans plein de domaines, restent encore des projets rentables et niveau primaire. Donc ça fait que les capitaux privés ont un intérêt à aller vers ces régions où les projets sont beaucoup plus rentables que les autres régions. Pour de nombreux spécialistes, le maintien de la croissance économique du continent passe nécessairement par un renforcement du partenariat public-privé. Un véritable levier qui donne de marge de manœuvre au pouvoir public pour la mise en œuvre des projets de développement, mais qui renforce aussi le secteur privé pour en faire un acteur du développement. Et en Afrique du Sud, l'ancien champion paralympique Oscar Pistorius sera libéré le 20 octobre prochain. La décision a été prise ce jeudi par la commission des libérations anticipées. L'athlète avait été condamné en 2014 à 5 ans de prison pour avoir tué sa compagne Riva Steenkamp. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.